vous joignez à nous pour vous présenter à la communauté. Hello, hello. We have more people joining us. Bonjour, bonjour. Il y a plus de personnes qui se joignent à nous. Bonjour à tous. Je vois que les gens font leurs salutations déjà dans le chat. Merci. Alors, sentez-vous bien à l'aise de faire exactement cela. Nous allons commencer dans un petit moment. Donc, nous arrivons juste à l'heure. Nous allons attendre une dernière minute pour laisser les gens se joindre. Le temps de se joindre, on voit que les gens qui partagent leurs salutations, dites-nous d'où vous appelez, qui vous êtes dans la boîte de clavardage, dans le chat. Hello, Hadra. Bonjour, bonjour Hedra. Oh, this is Bilkis. Non, c'est Pékis? C'est ici Hydra? Mais je vois Pelkis aussi. Bonjour, c'est magnifique. Je suis heureuse que vous soyez joints à nous. Excellent. Je vois d'autres salutations dans le chat. Merci à tous. Environ 30 secondes et puis nous allons débuter. All right. Excellent. Et donc, nous allons commencer. Bonjour, bon après-midi, bonne soirée à tous. Je veux vous souhaiter bienvenue à notre pratique de la communauté EAH, l'événement d'aujourd'hui. Et donc, vous avez ramassé vos données. Maintenant, que se passe-t-il? Donc, nous allons avoir une conversation sur les données pour l'action et nous sommes heureux que vous soyez joints à nous. Je suis Joanne McGriff, assistante professeure santé mondiale à New Rollins School of Public Health à l'Université Emory, ainsi que mon équipe. Et je travaille aussi pour l'assainissement à Emory. J'ai Lindsay Denny qui travaille aussi avec le Rollins School of Public Health et Hayley Ellen de World Vision. Et nous avons plusieurs membres de notre comité directeur qui sont avec nous dans l'auditoire, ainsi qu'une très belle équipe d'interprètes qui vont nous aider aujourd'hui avec l'espagnol et le français. Et en fait, je vais vous demander, si ce n'est déjà fait, de choisir la langue de votre choix dans la barre à outils, dans le bas de Zoom. On vous demande de faire cela parce qu'un de nos participants sur le panel va faire sa présentation en français. Donc, on veut s'assurer que tout le monde a sa langue de choix
pour qu'il y ait une transition facile. Donc, comme toujours, les séances d'aujourd'hui font partie d'une série de discussions dans notre communauté de pratique, ainsi que d'autres partenaires sur l'importance des données pour l'EH dans les établissements de santé. Donc, on a bien hâte d'entendre nos panélistes qui ont amassé des données sur ce sujet. Ils vont partager leur expérience pour répondre à cette question. Que se passe-t-il maintenant qui fait partie du titre de notre séance? Mais avant de débuter, je veux prendre un court moment pour accueillir ceux qui sont nouveaux à notre communauté de pratique et cette réunion et donc de donner un peu d'historique. Nous sommes une plateforme d'apprentissage interactive qui rassemble les EAH pour affecter les pratiques dans les établissements de santé, pour connecter les expertises, les collègues, les partenaires avec la communauté EAH qui a exprimé de l'intérêt à passer à l'action pour l'EAH dans les établissements de santé. Et on partage aussi par cette plateforme et par notre bulletin, notre page web. Donc, partageons de l'information, fournissons des ressources pour l'EH dans les communautés de santé, parce qu'après chaque séance, on veut que vous passiez à l'action donc tout le monde devrait avoir de l'information tangible qui va vous permettre de prendre des mesures immédiates pour améliorer l'EH dans les établissements de santé. Donc, pour la prochaine diapo, je vais aussi rappeler à tout le monde quels sont les principes de base directeurs ici de notre communauté de pratique pour que nous sachions ce qu'il en est de ces webinaires, de nos bulletins. Et donc, nous croyons que l'EAH est une condition préalable essentielle à la qualité des soins dans un établissement de santé et qu'il ne peut y avoir de prévention et de contrôle efficace des infections, la PCI, sans EAH adéquat. Et donc, le problème de l'eau, de l'assainissement, de l'hygiène, c'est quelque chose qui peut être résolu, mais on doit travailler ensemble. Il y a plusieurs parties prenantes, secteurs, systèmes, qui doivent vraiment travailler ensemble pour qu'on puisse obtenir des résultats durables. Et donc, enfin, la communauté de pratique que nous avons ici accueille tout le monde, que vous soyez un expert dans le H ou pour quelqu'un à qui c'est complètement nouveau. Nous sommes ouverts à ce que vous vous joigniez tous à nous et que nous apprenions tous ensemble et que nous partagions et partager la diversité de nos perspectives, de nos historiques dans la façon qu'on utilise de participer dans ce forum. Et donc, à chaque fois que nous nous rencontrons, nous essayons de démontrer une histoire de succès. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre domaine et donc on veut montrer les bonnes choses qui se passent. Donc, on veut remercier IRC Uganda pour nous envoyer cette histoire de succès concernant leur projet IRC Wash Plus en Ouganda. Et c'était au départ ce programme axé, comme plusieurs d'entre nous, sur la réponse d'urgence à la COVID-19 et donc en augmentant des fournitures telles que les EPI, les désinfectants pour les mains, pour tous les travailleurs de la santé. Mais ils ont en plus été capables d'avoir des solutions plus durables telles que la formation des professionnels de la santé au niveau de la prévention d'infections, des infections nosocomiales et maintenant, on parle aussi de la gestion des déchets médicaux avec un incinérateur pour tous les établissements de santé de leur district. Donc, c'est un grand succès ici et donc on veut célébrer avec l'IRC et vous encourager tous. On accueille ça n'importe quand. Si vous avez un succès, qu'il soit grand ou petit, on veut le savoir pour être encouragé par le travail que vous faites. Donc, on vous demande que si vous avez des histoires à partager, envoyez-les nous et on aura de l'information à ce sujet à la fin de la séance pour savoir comment y arriver. Donc, beaucoup d'entre vous savez qu'il y avait le lancement de ce qu'on appelle Wash Fit 2.0, la deuxième édition qui a été lancée tout récemment, mais il y avait aussi le lancement de ressources complémentaires pour Wash Fit. Et ce que vous voyez ici, ce sont d'autres éléments auxquels vous avez accès. Ça comprend l'évaluation WashFit 2.0 dans la boîte à outils Kobo pour la collecte de données numériques. Il y a beaucoup de fiches techniques sur le climat, l'équité, l'hygiène des mains, etc., qui peuvent être très utiles. Il y a des diapos et un manuel pour la formation qui est associé au lancement. Et donc, on vient de mettre le lien dans le chat
Si vous n'avez pas vu cet outil, allez-y. Si vous utilisez WashFit 1, c'est bien, ce n'est pas un problème. Donc, ce n'est pas un outil complètement différent, mais c'est un outil qui a des composants additionnels qui ont été ajoutés autour de l'équité, le climat, la gestion des déchets médicaux. Donc, si vous utilisez la version 1, c'est bon, il n'y a pas de problème, mais regardez quand même 2.0 si vous avez le temps pour les nouvelles caractéristiques et ses ressources complémentaires. Et ce qui va venir bientôt, Lindsay m'a dit que nous allons avoir des vidéos préenregistrées, des vidéos courtes qui vont aider à expliquer WashFit et les caractéristiques qui sont dans la plus récente version. Et donc, sur ce, je vais passer la parole à Lindsay qui va nous donner un peu de cadre de ce qui va se passer aujourd'hui de la part de nos panélistes. Alors, à toi, Lindsay. Excellent, fantastique. Je suis heureuse de me joindre à vous et cette conversation. Donc, je vais commencer avec un aperçu des données qui sont disponibles pour l'EAH dans les établissements de santé. Donc, si vous avez regardé un peu ce tableau ici, peut-être que Hailey peut mettre dans le chat le lien à ce document. Donc, ça montre les outils que vous utilisez peut-être. Par exemple, on a parlé de WashFit. Maintenant, il y a un outil d'évaluation avec WashFit. Et il y a également la facette approche clinique propre, Teach Clean, Wash Clean. Donc, beaucoup d'outils d'évaluation avec aussi de l'information que vous pouvez collecter peut-être les données au niveau national, gouvernemental. Il y a des évaluations comme le SPA. Vous avez peut-être votre propre outil aussi d'évaluation. Donc, peut-être que vous ramassez déjà, vous collectez vos données, vous avez des données pilotes sur lesquelles vous appuyez. Mais donc, qu'est-ce que vous pouvez faire ensuite avec ces données? Et je sais que dans plusieurs cas, les organisations l'utilisent pour leur propre niveau programme, pour leur mise en œuvre. Donc, le suivi, l'identification des besoins, etc. Mais il y a d'autres façons que vous pouvez utiliser ces données et c'est ce dont on veut parler aujourd'hui. Et donc, ça peut être l'engagement avec d'autres organisations, que ce soit au niveau latéral ou en amont, pour partager l'information et vous assurer que vous ne faites pas de duplication au niveau des efforts. Ça peut être utilisé pour élaborer des politiques et on va entendre parler d'une expérience aujourd'hui pour l'EAH qui façonne les politiques au niveau des établissements ou peut-être pour les plaidoyers. Ça peut être semblable, mais dépendant d'où vous êtes peut-être dans une meilleure position de faire un plaidoyer avec vos propres données ou vous pouvez utiliser aussi ces données pour les budgets, l'allocation des ressources dans certains établissements, districts ou au niveau national ou étatique. Donc, je pense que ça vaut la peine de dire que là où vous vous trouvez va impacter comment vous utilisez les données. Donc, on va parler de différentes perspectives aujourd'hui en gardant en tête que beaucoup de ce travail peut être fait à différents niveaux. Vous n'avez pas à seulement faire un plaidoyer au niveau national, vous pouvez le faire au niveau sous-national avec vos données. Donc, on veut vraiment réfléchir aux différentes façons d'utiliser ces données. Et donc, je vais maintenant ouvrir une question de sondage avant d'aller de l'avant, parce que je suis curieuse à savoir combien d'entre vous avez des données. Donc, ici, les questions sont, avez-vous déjà collecté des données EAH dans les établissements de santé? Et si oui, comment utilisez-vous ces données? Vous pouvez sélectionner autant d'options que vous le voulez. Si vous sélectionnez autre, je voudrais que dans le chat, que vous nous disiez de quelles autres façons vous avez utilisé vos données, d'autres options. Donc, prenez une minute ici pour répondre. Et si vous êtes au téléphone, je sais que parfois c'est difficile de répondre aux sondages par téléphone, mais vous pouvez donc nous faire part de vos commentaires dans le chat. Et on va parler surtout aujourd'hui de ce que vous pouvez faire d'autre, de différent avec ces données. Et si vous n'avez pas fait de cueillette, vous allez le faire dans le futur, comment est-ce que vous pouvez peut-être ajuster ce que vous collectez basé sur ces actions? Donc, il y a peut-être un potentiel de poser quelques autres questions au niveau de vos programmes, vos évaluations pour façonner les plaidoyers, par exemple. Je ne dis pas que vous avez besoin d'une toute nouvelle évaluation, mais il y a peut-être une façon de l'adapter et on réfléchit à cette réalité dans le processus. Donc, je pense que les gens répondent encore. Je vais donner encore 20 secondes.
Et Joanne, tu devras me dire ce que tu vois dans le chat parce que je ne peux pas voir ce qu'il y a là maintenant. Et donc, je vais fermer la- la- le sondage dans 3, 2, 1. Excellent. Et donc, on termine ce sondage. Je vais partager les résultats. Donc, je dirais que la majorité d'entre vous avez déjà collecté. Vous avez une base de données sur l'EH dans les établissements de santé. Donc, 78 on dit que vous en avez. Et donc, ce qui est intéressant, c'est comment vous utilisez ces données. Et je suis désolée si vous ne voyez pas les résultats à l'écran. C'est en partage? Oui, oui, je peux voir. Mais sinon, je suis désolée, je vais lire les résultats. Donc, comment est-ce que vous utilisez ces données? Beaucoup d'entre vous, vous l'utilisez pour la mise en œuvre des projets programmes. Si vous travaillez pour un organisme à but non lucratif, ce n'est pas une surprise, c'est ce qu'on fait. Et donc, aussi, on va parler de la mise en œuvre des données aujourd'hui par un de nos conférenciers. 26 des gens s'engagent avec d'autres organisations de façon bilatérale ou en amont. Je n'ai pas dit en aval parce que souvent, c'est plus la mise en œuvre. Donc, 17 pour l'établissement des politiques et beaucoup d'entre vous, 37 font des plaidoyers ou de l'influence, ainsi que le même nombre qui utilisent ça pour l'allocation des budgets et donc d'autres ressources. Est-ce que vous voyez des commentaires, Joanne, pour autres? Je n'ai pas vu des commentaires, mais sentez-vous bien à l'aise de le faire alors que Lindsay continue. Dites-nous ce que vous faites avec vos données si vous avez choisi autre. Ça va être très utile pour nous. Oui, et je voulais prendre un instant avant de faire la transition vers nos présentateurs. Prenez un instant dans le chat. Si vous n'utilisez pas vos données pour l'une ou l'autre de ces fins, comment voudriez-vous les utiliser que vous ne faites pas déjà? Prenez 60 secondes pour écrire dans le chat. Peut-être que ça vous inspire des idées et peut-être qu'il y a des choses auxquelles on n'a même pas pensé et vous pourriez contribuer. Alors, des façons d'utiliser vos données éventuellement. Bon, les données pour montrer de l'évolution ou la présence des maladies. Donc, pour illustrer l'ampleur d'un problème, quelqu'un d'autre sur une utilisation possible de vos données, maintenant que nous vous avons donné quelques idées. Bon, amélioration de la qualité. Oui. Surveillance pour la PCI en particulier. C'est bon pour développer un argumentaire auprès des bailleurs de fonds pour montrer l'impact. Oui, alors quelqu'un dit justement une influence possible sur les priorités de financement des bailleurs de fonds. Autre chose, avant qu'on ne passe à notre panel, lier les données à la tendance diminution du nombre de maladies. Alors, si vous voyez cette tendance dans les données, les maladies que vous suivez, l'impact, l'analyse des coûts, partagé avec les patients et le personnel pour les aider à demander des changements. Très bien. De la donnée pour l'information ou l'évaluation des besoins éventuellement. Formidable. N'hésitez pas à mettre d'autres idées. Ça va peut-être vous inspirer. Avant de passer à nos présentateurs, je vais mettre un lien dans le chat. Il y a une présentation sur les données pour l'action au niveau national avec le système de gestion de l'information de gestion de la docteure Gachigna des services de santé du Canada. C'est une présentation de 20 minutes. Si ça vous intéresse, ça porte sur les données pour l'établissement de politique et le suivi des politiques. Mais en attendant, passons à nos présentateurs. Oui, merci pour encadrer ça et merci d'avoir participé au sondage. Ça nous donne une idée de qui nous suit aujourd'hui. Sans plus tarder, je vais céder la parole à nos trois panélistes d'aujourd'hui, ce matin, qui vont vraiment parler des différentes façons d'utiliser les données. Nous allons commencer avec des données pour l'établissement des politiques. C'est M. Irfan Durrani, responsable EH du bureau de pays de l'UNICEF au Pakistan, à Islamabad. Alors, je vous cède la parole, M. Durrani.
Merci beaucoup, Joanna et Lindsay. Bon, la présentation, oui, d'accord. Bon, alors, ce que vous voyez ici, il y a trois images d'un côté. C'est pris depuis le bureau de notre service et ça vous montre un petit peu la situation dans les établissements de santé au Pakistan. À droite, on voit un établissement où on offre des services EAH et je pense qu'il faut beaucoup d'efforts et beaucoup de ressources pour amener ce changement de la qualité du service dans le système. Ce qui n'est possible si on n'a pas l'EAH dans les établissements de santé. Ma présentation porte sur l'utilisation des données que nous recueillons auprès des établissements de santé à des fins d'élaboration politique et pour différents programmes que nous avons. Je vais vous donner un survol, tout simplement. Prochaine diapo. Merci beaucoup. Bon, alors pour que les gens qui sont là aujourd'hui comprennent un peu le profil des établissements de santé du secteur public au Pakistan. Ici, 91% des établissements de santé sont primaires, des hôpitaux. Seuls 9% seulement sont des hôpitaux. Alors, beaucoup d'installations sont sous-utilisées et il y a bon, au niveau des centres pour la santé maternelle et infantile et à des centres de traitement de la tuberculose et ainsi de suite. Ça, pour un profil de base. Le travail que nous avons récemment terminé était une étude de définition de portée et l'objectif de cette étude était d'évaluer l'état de l'EAH dans les établissements de santé parce que, bon, il y a trois choses à faire. On a utilisé des questionnaires. Nous avons essayé, nous l'avons fait en consultation avec nos parties prenantes pour déterminer les différents besoins par rapport à ces programmes. Ça, c'est un aspect. Ensuite, on voulait générer les données de base pour le programme EH dans le cadre des établissements de santé pour le suivi et les rapports sur les ODD et ensuite identifier les goulots d'étranglement qui empêchent l'amélioration de l'EH dans les établissements de santé. Dans le cadre de la collecte de données, nous avons fait une évaluation des établissements de santé, un peu plus de 2000 établissements de santé au total. Nous avons adapté l'outil WashFit au contexte du pays avec l'aide d'une tierce partie pour l'ensemble des types de données reçues. Bon, le questionnaire a été distribué par le Bureau national de la statistique parce qu'il y a eu différentes parties prenantes qui étaient associées au processus, ministre de Santé, ministre du Changement climatique, ministre des Statistiques, les ministères provinciaux de la Santé et des académies et d'autres établissements. Mais un total de 160 districts au Pakistan. L'étude a été effectuée dans 132 d'entre eux. Voici les résultats de cette étude de collecte de données de base au Pakistan. Vous voyez ici que bon, au niveau de l'eau, 74% des établissements de santé ont une source d'eau disponible, mais il y a beaucoup de disparités entre les provinces. Le Batuchechans, par exemple, qui seuls 51% des installations primaires n'ont pas d'eau en quantité et qualité adéquate. Au niveau des tests et de la surveillance de la qualité de l'eau, c'est un défi. Seuls 16% ont déclaré le faire de façon régulière. Au niveau
des services d'assainissement ou d'hygiène de base. Même 100% des établissements ont des toilettes, mais 24% des toilettes ne fonctionnent pas. Seuls 33% ont des toilettes séparées selon le sexe. Et il y a des problèmes d'accès pour les personnes qui souffrent d'un handicap. Donc, seuls 8% des établissements ont des services de base. Au niveau de l'hygiène des mains, environ 31% des établissements n'ont pas de service d'hygiène des mains dans les toilettes ou près de leurs services. 15 ont des services limités, postes de lavage des mains fonctionnels dans les toilettes ou les zones de service. Alors, le savon est quelque chose d'essentiel qui manque dans les établissements de santé primaire, 31% d'entre eux, par rapport aux établissements de santé secondaire, 51%. Et 54% des établissements disposent d'un service d'hygiène des mains de base. Au niveau de la gestion des risques pour la santé, seulement 14% des établissements ont un service de base. Il y a des problèmes de ségrégation. Il y a un sérieux problème d'élimination des déchets. Jusqu'à 55% des établissements n'ont pas de service de gestion des déchets. Et maintenant, pour les services de nettoyage de base, seuls 30% ont un service de base où le nettoyage est programmé et où des inspections régulières sont effectuées par l'inspecteur sanitaire ou le responsable de l'établissement. En dépit de la disponibilité d'agents sanitaires ou de matériel de nettoyage, 26% des établissements observés disposent de services limités de nettoyage de l'environnement et environ 39% des établissements n'offrent aucun service. Alors, vous voyez que tout ceci est tiré de l'évaluation que nous avons réalisée et cela nous a aidé à voir où se situaient les outils et les domaines qui nécessitent plus d'efforts. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Voilà. Et cliquez encore une fois. Merci. Alors, ceci nous montre un petit peu le parcours de l'EH et de la PCI au Pakistan. Nous avons commencé une consultation des parties prenantes en 2019 parce qu'on a constaté qu'il n'y avait pas d'études à l'époque au Pakistan. Après avoir consulté l'ensemble des parties prenantes, nous avons lancé l'étude que je viens de vous décrire. En 2020-2021, nous avons terminé cette étude. Ça a duré presque 2 ans. Mais évidemment, c'était l'époque de la COVID aussi. En utilisant cette étude comme point de départ pour développer des stratégies provinciales et nationales, nous avons aussi travaillé sur des normes et des manuels en fonction des résultats, parce que cela nous donne c'était un échantillon représentatif des provinces. Et nous savons maintenant exactement quelle est la situation dans chacune des provinces. Elles vont pouvoir développer leur stratégie et travailler sur des modèles qui peuvent être portés à l'échelle dimensionnée. Maintenant, nous sommes en train de réviser l'étude des HIS avec des indicateurs d'assainissement. C'est quelque chose qui est prévu. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, les données EAH, comme je l'ai mentionné, allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, d'accord. Alors, les données sur l'EAH dont nous disposons maintenant, parce qu'on a une bonne quantité d'informations sur tous les programmes qui existent actuellement pour la santé maternelle et néonatale, pour le PEV, la COVID, mais nos propres programmes que nous administrons.
Alors, nous avons pas mal de données que nous pouvons utiliser et que nous utilisons pour les politiques et les stratégies à venir et la planification. Ce que nous faisons, l'approche pour l'ensemble du processus, c'est que nous faisons ça en consultation avec les gouvernements des provinces. Nous discutons avec eux. Nous utilisons les données à des fins de plaidoyer et pour les aider à travailler sur la qualité des soins. À l'heure actuelle, nous sommes en train de travailler là-dessus pour le Punjab et ensuite, nous allons faire ça pour les autres provinces et à l'échelle nationale. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, les recommandations ou les actions que j'aimerais examiner avec vous. Bon, on sait que les gouvernements ne fonctionnent pas sans données. Les données sont la clé du plaidoyer à tous les niveaux. À moins d'avoir de bonnes données, il est très difficile de planifier des actions. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la planification du rapport GNP, c'est l'occasion de regarder des indicateurs supplémentaires pour les besoins spécifiques en EH et PCI pour les différents programmes. La santé génétique maternelle, néonatale et infantile, la COVID, le PEV et ainsi de suite. Bon, s'il y a des au niveau des... Il est recommandé, là où c'est possible, de faire des évaluations. Bon, il y a aussi les consultations. C'est au centre de notre approche. Sans la consultation avec les parties prenantes, on n'aurait pas réalisé l'étude. Et c'est surtout le cas au Pakistan, parce que au Pakistan, les provinces ont la responsabilité de travailler sur l'amélioration des établissements de santé. Alors, il est essentiel de travailler avec eux. Et je crois que c'est tout pour mes diapos et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Merci. Excellent. Merci encore une fois, Mr. Afan Durrani, pour le Bureau de Pakistan, UNICEF. Merci pour votre présentation et les recommandations que vous nous avez données. Et pour sauver du temps, si vous avez des questions, je vais vous demander de les placer dans le chat et nous allons garder du temps à la fin de la présentation pour des questions-réponses et plus de discussions. Mais on veut s'assurer d'avoir du temps pour chacun de nos panélistes. Maintenant, on va passer à notre prochain panéliste qui va nous parler des données pour la mise en œuvre. Et donc, ici, c'est M. Sam Ongong qui est un conseiller sur la mise en œuvre et l'évaluation au Ouganda. On vous donne la parole. Merci beaucoup, Joanne. Oui, je m'appelle Sam Hollande, je suis de Ouganda et bienvenue à tous. Bonjour à tous aussi. Bon après-midi et bonne soirée, dépendant de où vous êtes. Alors, je veux essayer de vous montrer une vidéo, mais ma connexion n'est pas très forte ce matin. Donc, je vais parler de la mise en œuvre et de la surveillance. Quand on regarde notre programme, qui est le leadership des pays et le rythme mondial. Donc, ce programme a été mis en œuvre dans 5 pays avec l'objectif de s'assurer de livrer des services de santé essentiels pendant la COVID-19. Donc, ça a été mis en œuvre, comme je l'ai dit, dans 5 pays et nous allons les passer en revue, y compris l'Ouganda. Donc, l'objectif principal était de rapidement améliorer les services EAH dans les établissements de santé dans ces 5 pays qui comprenaient le Bangladesh, l'Inde,
la Sierra Leone, le Ghana et l'Ouganda. Donc, le programme était de septembre 2020 à septembre 2021 dans les 4 pays. Et l'Ouganda, finalement, ça a été mis en œuvre en mai 2021. Mais nous n'allons pas fermer le projet ce mois-ci. Donc, il y a eu des approches techniques clés que nous avons utilisées, renforcer donc la préparation à la prévention des infections dans les établissements et ensuite regarder euh, comment est-ce qu'on peut améliorer la qualité de l'EAH avec 4 améliorations mesurables pour vraiment stimuler les améliorations. Et on a regardé aussi la capacité de l'IQ virtuel et cette surveillance au niveau des districts. Et ensuite, dans les 2 phases que nous avons utilisées pour la mise en œuvre, phase 1, on voulait améliorer la préparation à la prévention des infections dans les établissements de santé où on a fait certaines réhabilitations pour soutenir l'infrastructure EAH, par exemple les latrines, le département de la maternité, la fourniture en eau et autres systèmes de désinfection pour le contrôle et la prévention des infections. Et on a vu une amélioration de 48 et on a distribué des commodités, des ressources pour la prévention et le contrôle des infections comme l'équipement de protection personnelle, savon, gants. Et on a fait la promotion d'un document qui était un guide mondial pour faire la promotion de notre programme. Et donc, on a une liste des approvisionnements qui sont essentiels pour la PCI dans les établissements de santé. Pour nous, pour mesurer le progrès de cette phase 1 et de ces activités, MCDM a créé un outil de score pour cette préparation à la PCI qui dans tous les établissements, peu importe le niveau ou l'autorité de la direction. Donc, cet outil a été utilisé à Bislang, Islang avec 100 points qui sont listés ici sur le tableau. Donc, le dépistage COVID-19 jusqu'aux politiques et stratégies des établissements de santé. Et prochaine diapo. Donc, dans notre phase 2, après avoir vu qu'il y avait peu d'amélioration dans la préparation à la CPI, donc contrôle prévention des infections. Donc, MCGL a commencé à mettre en œuvre une deuxième stratégie qui visait à établir des systèmes d'amélioration de la qualité de la PCI et d'établir des priorités également grâce à des données qui avaient été générées. Et donc, c'était par la formation dans ce qu'on appelle des moyeux ou des hubs, là où les experts se retrouvent sur certains sujets qui formaient des gens qui étaient dans de petits établissements de santé, donc sur le concept PCI-EAH. Et donc, dans la phase 2, nous avons conçu et identifié 4 domaines de priorité pour nos objectifs d'amélioration. Tout d'abord, regardez le pourcentage du personnel des établissements qui adhèrent au protocole du port du masque. Et ensuite, on regardait le pourcentage des individus qui étaient dépistés pour la COVID-19 à leur arrivée. Donc, les visiteurs, les travailleurs de la santé, les patients eux-mêmes. Et c'est le pourcentage du personnel des installations qui se conformait au protocole de lavage des mains pendant leur interaction avec les patients. Et enfin,
les routines de nettoyage, en fait. On se concentrait sur le personnel responsable de l'entretien. Est-ce qu'on nettoyait les poignées de porte, les interrupteurs, etc. Et donc, on faisait de l'observation ici et de la collecte de métadonnées où on essaie de voir si tous ces éléments sont pris en compte et sont bien accomplis. Donc, c'était qu'est-ce qu'on obtenait comme score pour la préparation à la CPI et EAH, qu'est-ce qui était fait, qu'est-ce qui était on faisait un suivi de façon mensuelle et à la fin du projet, on a fait des histoires de changements significatifs où on allait s'asseoir avec le personnel des établissements et on leur demandait qu'est-ce qu'ils considéraient qui était le changement le plus significatif. Et chacun écrivait son histoire et à la fin de la journée, on se réunissait pour en discuter, pour nous aider à trianguler nos données quantitatives. Prochaine diapo. Donc, je veux ici présenter un sommaire. Il y a beaucoup de cases ici, mais c'est notre outil de gestion des données numériques. C'est ce qu'on utilise. Soltis et mWater. C'était l'outil qui avait été développé, adapté du ministère de la Santé. Et ensuite, nous avons obtenu les données dans ce système grâce à l'outil qui était ce qui était demandé par les fournisseurs de soins de la santé. Donc, choisir quelles données on doit amasser, c'est un défi. Donc, quand on a commencé la mise en œuvre du programme MCDL, on a utilisé ce modèle euh, avec un tableau et des consoles. Donc, MCGL, on leur a demandé de bâtir cette capacité pour que ces données soient rapidement disponibles. Donc, ce travail a été fait en consultant le ministère de la Santé d'abord, qui nous ont donné cet outil de base, un ébauche en fait. Et donc, plus tard, on a développé un outil à mWater pour former le personnel de district et de santé dans leurs établissements et aussi au niveau du district pour qu'ils soient soutenus dans cet effort. Et donc, cet outil, à ce jour, est donné aux établissements qui ramassent, qui collectent des données qui vont jusqu'au niveau sous-national. Donc, si vous pouvez aller à ce go.solstice.world/MOH, Ouganda, vous pouvez voir à droite, vous verrez à droite cette page d'accueil. Et donc, vous avez le ministère de la Santé. Et si vous cliquez, vous allez voir différentes performances pour les établissements au niveau central. Alors qu'à droite, vous avez les établissements de santé et leur personnel. Et donc, ça, c'est la page d'accueil de l'installation de l'établissement. Et vous pouvez cliquer ici et voir la performance avec tous les indicateurs sur lesquels on collecte des données. Prochaine diapo. Comme j'ai dit, on avait un seuil de référence. Donc, ces données du seuil de référence nous ont aidé à prioriser quels éléments de la CPI on devrait regarder davantage. Le savon, par exemple, l'équipement de protection, les gants, les masques. Donc, c'est grâce aux données que nous avons utilisées que nous avons pu identifier les installations, entre autres, qui avaient besoin de réparations mineures au niveau de la PCI et de l'EH. On ne mettait pas des nouveaux édifices, on ne construisait pas des nouvelles choses. Ce qui était là, par exemple, les salles de bain, et s'il n'avait pas d'eau courante, par exemple, on les aidait à réparer ce problème. Là où il y avait des latrines qui ne fonctionnaient pas,
on allait les aider, encore une fois, et là où il y avait des services de maternité, où l'eau coulait, par exemple, il y avait des fuites, on les aidait. Et c'est ces données qui nous ont aidés à prioriser. Et dans certains domaines clés, euh, on continue à amasser des données qui sont revues au niveau des établissements de façon mensuelle. Parce qu'à chacun de ces établissements, on a des comités CPI qui analysent leurs propres performances en tant qu'établissement. Donc, on peut voir s'il y a des écarts, par exemple au niveau des personnels d'entretien, s'ils ne savent pas comment nettoyer. Donc, on peut faire de la formation pour savoir comment faire un bon nettoyage de base en respectant les normes CPI. Et donc, les efforts aussi de sensibilisation pour la COVID, grâce à ces données, au niveau des leaders locaux, euh, on a pu aller au niveau de la communauté pour faire des efforts et pour aider à réduire le niveau d'infection à la COVID. Et donc, ensuite, les projets d'amélioration de la qualité et aussi des changements de comportement au niveau des établissements. Quand on amassait ces données au niveau des districts, on mettait en œuvre ces projets d'amélioration de la qualité. Et donc, ces données, on voit les graphiques dans notre tableau de bord et la performance, on peut voir si elle est bonne ou pas. Quand elle n'est pas très bonne, on fait des projets qu'on continue à suivre avec ces 4 objectifs que j'ai mentionnés plus tôt. Aussi, ça nous a aidé à partager les meilleures pratiques au niveau à travers le pays, parce qu'on avait 5 pays, pas seulement l'Ouganda, mais ceci nous aidait à partager ce que l'on faisait ici, ce que Bangladesh faisait, etc. Prochaine diapo. Oui, Monsieur Organ, si vous pouvez prendre 2 minutes de plus. Oui, je suis sur le point de terminer. Oui, ici, on regarde la septicémie liée à la grossesse. Et je voulais souligner 2 choses. On regarde ça au niveau des districts au Ouganda, mais on regarde aussi la contribution et la performance de MCGL vis-à-vis des districts. Prochaine diapo. Maintenant, ici, nous regardons la situation dans les 5 pays. On regarde les 5 domaines: eau, assainissement, hygiène, gestion des déchets et nettoyage de l'environnement. On sait que le nettoyage de l'environnement, nous le faisons très bien. On est passé de 13% à 63%. Alors, c'était notre plus grande amélioration. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et ici, on compare la situation de départ et les situations d'arrivée. Dans l'analyse, on a regardé le score le plus faible, le moyen ou le médian et le plus élevé. Généralement, pour tous les 5 pays, le score moyen était de 72 à partir de 50. Donc, une amélioration de 22 points de pourcentage. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Quelques recommandations. Au Ouganda, je pense que les données sur le PCI et le H, ces données sont plutôt rares. Et cet outil nous permet de recueillir des données et les données sont disponibles à tous les parties prenantes pour pouvoir faire du plaidoyer, pour obtenir des ressources et aussi pour la gestion des systèmes. Investir dans la technologie, oui, quand on parle de données numériques, il faut parler de fonds, des ordinateurs portatifs. Donc, c'est un domaine où il faut investir. Engager toutes les parties prenantes. Oui, on a vu dans la première présentation. Le travail avec M-Water et ainsi de suite. Il faut vraiment réunir les différentes initiatives pour avancer ensemble. Désigner et renforcer les capacités au niveau local pour qu'on puisse collecter et utiliser des données.
Quand la donnée est recueillie, ils savent, s'ils ne savent pas quelle utilisation va en être faite, ils ne l'utiliseront pas. Et il faut justement revenir là-dessus systématiquement. C'est à partir du moment où vous commencez à utiliser les données, il faut faire des examens de routine. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Oui, je voulais souligner le travail des missions de l'USAID, les gouvernements districts, les provinces, les États et les groupes nationaux, le personnel Momentum et nos partenaires. Merci beaucoup, Sam Hogan. Du Ghana. Merci de nous avoir décrit les différentes étapes et les résultats de votre projet donné pour la mise en œuvre. Nous sommes très intéressés par les recommandations. Moi, je suis très attaché à la qualité de données aussi et j'ai vu les changements que vous avez apportés à votre processus de collecte de données. C'est très bien. Et dans l'intérêt du temps, nous avons gardé du temps pour M. Soleimana Amané, qui est directeur associé EH au Niger. M. Amané va nous aider à comprendre les données pour la recherche et pour le plaidoyer. Si vous ne l'avez pas déjà fait, choisissez la langue que vous préférez en utilisant la fonction interprétation, parce que M. Amané va faire sa présentation en français. Si vous devez écouter dans une autre langue, faites le changement maintenant. À vous. Thank you. Good morning. Bien, merci. Bonjour tout le monde. Donc, comme vous l'avez dit, je vais présenter en français. Merci encore une fois pour cette opportunité de pouvoir partager. Comme vous l'avez dit, je m'appelle Suleimana Maman, Associate Director for WASH, World Vision Niger. Je suis directeur associé pour le H, World Vision au Niger. Je vais aussi fermer ma vidéo à cause du bandwidth pour que on n'ait pas de problème de connexion. Slide. Donc, pour parler un peu du contexte, le background, si on peut le dire en anglais, tout est parti d'un constat. En 2018, ici, nous voyons la situation de l'accès aux services eau, hygiène, assainissement au Niger en général. Ici, c'est la situation en général pour l'accès aux services eau, hygiène, assainissement. Moins de 50% de la population nigérienne avait accès à l'eau potable en 2018 et moins de 10% en milieu rural précisément. Moins de 10% avaient accès à l'assainissement basique. Au fort de ce constat, nous avons initié un programme, un projet où avec le soutien et le financement de la Fondation Hilton US, à travers World Vision US, il y a eu une initiative qui était engagée pour faire l'assessment, la situation de l'accès aux services eau, hygiène et assainissement dans le département de Torodi, notamment les communes de Torodi et Makalondi. Donc, nous avions fait ce assessment pour voir la situation. Nous avons par la suite mis l'accent sur la situation de l'accès aux services eau, hygiène, assainissement en milieu de soins, WASH in Healthcare Facilities. Et toujours avec le soutien de la Fondation Hilton, des US à travers World Vision US, nous avons pu avoir un projet où, en collaboration avec l'OMS, WHO, CDC et l'IRC, nous avons initié un projet qui a commencé avec un assessment de la situation réelle au niveau départemental, au niveau district de Torodi, les communes de Makalondi et Torodi. Donc, nous avons mené ce assessment en 2020 et à partir de là, nous avons engagé certaines actions avec l'intention de changer les choses aussi bien dans les communes cibles
qu'au niveau national. Et c'est ainsi que le projet a été mis en place avec des axes d'intervention au niveau national et au niveau local. Slide. Donc, l'objectif de notre présentation ici, c'est vraiment nous focaliser sur les actions prises. Mais juste pour référence, nous avons essayé de mettre quelques indicateurs qui reflètent la situation telle qu'elle était au moment où on a fait l'étude. Donc, nous avons par exemple 19% des centres de santé qui ont accès à de l'eau potable, 5% à l'assainissement de base, et ainsi de suite. Nous pouvons voir toutes ces données. Je ne peux pas prendre beaucoup de temps sur ça parce que les informations sont là. Ça, c'est le résultat de l'évaluation, l'assessment qui a été conduit à travers ce projet sous le leadership de CDC pour avoir la situation au niveau départemental. Slide. Donc, nous avons juxtaposé, nous avons pris aussi les données qui existaient sur le GMP parce que, comme je l'ai dit, nous, notre assessment, c'était limité à deux communes sur plus de 200 communes dans le pays. Et donc, pour avoir une idée de ce qu'il y a au niveau national, nous nous sommes aussi référés au résultat du assessment GMP, de l'enquête GMP que vous connaissez tous. Et donc, là aussi, nous avons la situation générale sur la base des mêmes indicateurs au niveau national. Lorsqu'on essaie de rentrer dedans, on va voir que la situation est plus ou moins similaire par rapport à la moyenne nationale. Donc, la situation dans la zone d'intervention que nous avions ciblée est plus ou moins similaire. Donc, nous n'allons pas prendre du temps sur les informations, elles sont là. Nous pouvons continuer avec le prochain slide. Voilà, et comme je l'ai dit, donc, sur la base des résultats de l'assessment que nous avions fait nous-mêmes, en regardant aussi la situation du pays concernant le JMP, nous avions initié des actions. Le projet que nous avions monté et qui était soutenu et financé par la Fondation Hilton, c'est un projet qui avait l'objectif d'agir sur la situation dans les communes cibles, Torodi et Makalondi, et en même temps agir pour changer les choses dans ces communes, mais aussi influencer les choses au niveau national, à défaut de pouvoir intervenir à l'échelle du pays. Et donc, il aurait fallu travailler pour influencer les choses au niveau national à travers les canaux que nous allons voir. Donc ici, nous n'allons pas discuter beaucoup des actions concrètes faites sur le terrain, mais sinon sur le terrain, les centres de santé dans ces deux communes ont fait l'objet d'interventions systématiques, de construction d'infrastructures d'accès à l'eau, des infrastructures d'assainissement, des formations de capacity building des acteurs, les acteurs communautaires, les agents des services de santé. Donc, il y a tout un ensemble d'interventions qui ont eu lieu et qui continuent à avoir lieu parce que l'initiative, elle est là, est en cours de 2020 jusqu'à 2023. Donc, qui sont faites pour changer les choses au niveau de ces deux communes. Et d'ailleurs, nous sommes actuellement en train de faire une évaluation à mi-parcours dans la même zone avec le soutien de CDC. Donc, pour revenir ici en ligne avec le thème de la discussion d'aujourd'hui, nous allons mettre le focus sur ce qui est fait au niveau national pour influencer, comme nous l'avons dit, les politiques et pour faire de l'advocacy. Donc, il y a un certain nombre d'actions qui sont là, elles sont nombreuses, mais je veux un peu m'appesantir sur quelques-unes. Fort de ces données que nous avions et renforcées par le résultat de JMP au niveau du pays, nous avons initié des actions comme le partage des résultats de cette évaluation-là avec
les stakeholders, tous les acteurs au niveau national, sous le leadership de l'OMS et du ministère de la Santé publique. Nous, en collaboration avec l'OMS, sous le leadership du ministère de la Santé publique. Donc, nous sommes arrivés à influencer les autorités où on a décidé de créer un task force pour le WASH in Healthcare Facility, un task force qui est un cadre permanent de discussion autour de toutes les questions relatives à l'eau, hygiène et assainissement en milieu de soins. Ensuite à ça, lorsque la mise en œuvre a commencé sur le terrain, on a aussi initié la création d'un groupe technique WashFit. Un groupe technique WashFit qui est chargé de piloter sous l'égide du ministère de la Santé tout un processus pour amener à l'adoption du WashFit comme partie intégrante des stratégies pour mettre en œuvre l'eau, hygiène, assainissement en milieu de soins. Donc aujourd'hui, il y a un groupe de travail WashFit, il y a un task force WASH in Healthcare Facility qui réunissent tous les acteurs et qui ont des réunions périodiques pour discuter de la problématique et de l'état d'avancement de la prise en compte de ces problématiques au niveau national, dans les politiques et même dans le système d'information sanitaire. Il y a eu des formations au niveau national, même les régions où le projet n'intervient pas directement, les régions où il n'y a pas même d'autres acteurs qui interviennent directement, les responsables, toutes les entités régionales qui représentent le ministère de la Santé ont reçu des formations de formateurs pour que, selon leurs moyens, ils puissent commencer à changer le système en adoptant le WashFit comme approche pour le WASH en milieu de soins. Il y a eu, avec le soutien de l'OMS et de consultants, il y a eu une contextualisation de l'outil WashFit lui-même pour prendre en compte certaines réalités dans le pays. Parce que l'outil WashFit, il est là, mais les différentes formations sanitaires sont à différents niveaux. À différents niveaux de services, à différents niveaux de standards, selon qu'on est en milieu rural ou en milieu urbain. Donc, il aurait fallu un peu contextualiser en fonction de certaines réalités. Il y a l'intégration progressive du WASH dans le système d'information sanitaire. Sur la base de la mise en œuvre de l'outil WashFit, des indicateurs sont en train d'être identifiés qui n'étaient pas forcément dans le système d'information sanitaire du pays. Ils n'étaient pas systématiquement suivis et mesurés. Mais aujourd'hui, il y a ces indicateurs-là qui sont pris en compte et les acteurs, les agents qui sont sur le terrain dans les services de santé sont en train d'être formés pour le suivi de ces indicateurs-là et le système est en train d'être revu pour prendre en compte ces indicateurs au niveau national. Parce que nous savons que les décisions sont prises par les pouvoirs publics sur la base des systèmes d'information autorisés ou approuvés par l'État, par le gouvernement. Donc, personne ne peut influencer ces systèmes-là, ne peut influencer les prises de décision sans passer par cette possibilité d'avoir ces indicateurs-là dans le système de santé et suivi de façon régulière. Il y a un travail qui est en cours, qui est avec sous le lead de l'IRC, pour une stratégie de plaidoyer pour le WASH en milieu de soins. Il y a beaucoup d'autres actions. Nous sommes en train de préparer une réunion aussi de partage, un atelier de partage avec les parlementaires. Il y a un réseau de parlementaires pour le WASH et donc nous allons partager ces données-là et toutes les stratégies avec eux en espérant qu'ils puissent influencer, puisque c'est eux qui votent les lois, qu'ils puissent aider dans ce sens. Donc, il y a aussi un travail en cours pour finaliser le référentiel de tous les matériels, les équipements qui doivent entrer dans les équipements de protection individuelle en milieu de soins. Donc, il y a toute une panoplie d'actions qui sont en cours et qui vont continuer, en tout cas au moins jusqu'à la fin de ce projet, mais que d'ici là, nous pensons que tout cela pourra être intégré dans les stratégies et les politiques nationales et ainsi influencer les approches d'intervention de tous les acteurs.
Globalement, c'est ce que nous pouvons dire pour les actions en cours au niveau national. Slide. Dernier Mr. slide. Mamane, if you will, can you take one more minute? Yeah, I am at the C'est end. possible de prendre une dernière minute? Oui, oui, je suis à la fin. En termes de recommandations, à l'image et à l'instar de ce que nous avons pu faire jusqu'ici, nous disons qu'il faut toujours créer les conditions pour que le partage des données et de l'expérience puisse se faire au niveau national, au niveau central avec tous les acteurs. Donc, créer des cadres d'échange permanents. Actuellement, nous avons des réunions mensuelles au niveau national et même au niveau global tous les mois où on fait la mise à jour de ce que tous les partenaires font dans le cadre de ce processus. Nous disons aussi qu'il faut assurer que les autorités étatiques prennent le lead. Tant que l'État ne prend pas le lead, c'est toujours très difficile de changer grand-chose dans les politiques et stratégies. Et aussi, quand nous montons des projets, prévoir les moyens de faire fonctionner tous ces cadres d'échange pour assurer que, faute de moyens, le travail ne se fasse pas à ce niveau-là. Et enfin, nous disons de créer les conditions pour la remontée de l'information pour que les expériences qui sont faites, qui sont pilotées sur le terrain, puissent aussi être remontées et partagées avec les acteurs à travers ces cadres de concertation. Merci beaucoup. Slide. Thank you. And that was Mr. Soleimana Mamane. Merci beaucoup. C'était Soleiman Amale de World Vision au Niger. Merci énormément de nous avoir expliqué comment vous utilisez les données pour les plaidoyers. Merci à tous nos panélistes qui se sont joints à nous aujourd'hui, partager leur travail, voir ce que ça fait, les données pour l'action à différents niveaux, dans différentes régions, différents secteurs. Et donc, maintenant, nous avons quelques minutes. Et c'est excellent parce que nous aimerions ouvrir la discussion. Si vous avez des questions pour nos panélistes, si vous n'avez pas déjà placé ces questions dans le chat, allez-y, on pourra avoir l'opportunité d'y répondre, de les acheminer à nos invités. Et on a aussi, on va prendre un peu de temps pour vous tous, en tant que groupe, que vous partagiez avec nous ce que vous faites. Si vous avez des exemples des données pour la mise en œuvre, le plaidoyer, la recherche, ou des données, comme on en a parlé au tout début, pour l'établissement des politiques. Donc, partagez avec nous. Et je veux demander à une personne, donc, je sais Katie Sill, qui est avec nous de Global Water Challenge. Si vous êtes ici, et si vous pouvez allumer votre micro et partager cette nouvelle plateforme d'échange de données. Allez-y, Katie. Excellent. Oui, j'espère que vous pouvez m'entendre. Oui, excellent. Merci. Donc, tout d'abord, merci pour ces belles présentations. C'était un très bon webinaire pour voir que les données sont vraiment utilisées pour prendre des décisions et faire des changements. Et donc, brièvement, je voulais parler un peu d'une nouvelle initiative que nous dirigeons, qui est axée sur la prise, l'assemblage de ces données, et vos présentateurs en ont parlé, de partager, les compiler pour mieux comprendre l'environnement. Et cet effort, donc, c'est cet échange des données WASH dans des établissements de santé. On prend des données donc de différentes organisations, de gouvernements, académiques, et on les compile dans une ressource commune qui peut être utilisée pour la recherche, pour la prise de décision. Et nous prévoyons développer des outils justement de prise de décision qui donneraient une meilleure compréhension de l'environnement et aussi établir des priorités, comment savoir où travailler, où est-ce qu'on met les priorités, des ressources en priorité. On en a parlé un peu plus tôt dans la discussion. Donc, ce travail s'est bâti sur cet échange qui fonctionne depuis 8 ans. Et cette plateforme prend toutes sortes de données, comme sur l'eau, des pompes ou des stands. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Donc, ça prend ces données des organismes à but non lucratif, des gouvernements d'un peu partout. Donc, on a une plus grande vue d'ensemble. Mais je pense que ce type d'initiative peut être très utile ici, où de plus en plus de personnes vont accumuler des données sur les établissements de santé. Mais il semble y avoir encore qu'il n'y a pas une pleine compréhension. Donc, on espère qu'on va pouvoir faire un rapport à ce groupe. On a développé une norme qu'on voudra partager, qui est très alignée avec le JMP et WashFit et la direction qu'on prend ici, mais on espère justement pouvoir
recueillir des données comme les organisations qui sont ici sur cet appel. Je vais mettre l'information dans le chat, mais si vous avez des données, si vous êtes intéressé de faire ce projet pilote avec nous et un partenaire d'études, comment est-ce que vos données peuvent être utilisées dans cette plateforme, qu'est-ce qu'on peut soutenir. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Excellent. Merci beaucoup, Katie, d'avoir partagé cela avec nous. Et on va mettre de l'information supplémentaire dans le chat. On a aussi une question qui nous a été posée. Peut-être qu'un de nos panélistes peut répondre. Monsieur Ongun, il y a une question. Quelqu'un veut savoir comment est-ce que l'EAH fonctionne comparé à M-Water. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez partager avec nous? Merci beaucoup. Oui, merci pour cette question. M-Water, c'est une application que MCGen utilisait pour la collecte de données et ça réunit les outils de WashFit, les indicateurs de MOH, les indicateurs de projet, tout ça réuni ensemble. Et ensuite, c'est acheminé dans M-Water et c'est ce qu'on utilise pour le collecte de données. J'espère que ça a été clair. Merci beaucoup. Monsieur Ogum. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Je vois de la correspondance dans le chat. Il nous reste peut-être deux minutes. Peut-être une dernière question dans le chat si quelqu'un veut rapidement aussi allumer son micro. All right, so we have some. Oh, go ahead, Mr. Ogum, go ahead. Monsieur Sam, vous avez un commentaire? Oui, je voulais, il y avait une demande pour l'outil de M-Water et je vais mettre mon courriel ici dans le chat pour qu'on puisse avoir une conversation, comment on peut vous soutenir à ce niveau. Oui, on encourage aussi tout le monde, si vous avez des projets qui portent sur les données dans lesquelles vous travaillez, si vous voulez de la collaboration ou des conversations, là, commencez à placer cette information dans le chat. On approche la fin de notre temps ensemble aujourd'hui. Oui, alors, M. Ngoum a mis son courriel. Si les gens veulent avoir des conversations plus approfondies avec lui, ces programmes. Oui? Alors, bonjour. Del equipo regional de agua y saneamiento, ETRAS, que está en base en Lima, Perú. En el chat les he compartido. Nous sommes basés à Lima, au Pérou, et dans le chat, j'ai partagé un document. Je suis Eduardo Ortiz, donc un document d'évaluation que nous avons fait ici en Amérique pour WASH, le H dans les établissements de santé. Et il y a du matériel ici pour soutenir différents centres de santé, pour les soutenir, par exemple, en Honduras. Je place donc ce document dans le chat un document qui va être lancé dans les prochaines semaines et tout le monde pourra vraiment le lire de façon plus attentive. Donc, ça a été vraiment un plaisir de pouvoir partager ici avec les différentes régions du monde. C'était vraiment un plaisir. Merci énormément. Merci, M. Ortiz. Merci pour cette ressource. Ça va être très utile pour nous tous. Et sur ce, pour respecter l'échéancier, je vais redonner la parole à Hailey pour faire la conclusion de cette réunion. Mais si vous avez encore des questions, des commentaires, placez ça sur le chat où vos collègues pourront voir vos contributions. Donc, un gros merci à nos panélistes pour vos expériences et partager avec nous en tant que collectivité. Nous vous remercions énormément. Et maintenant, je redonne la parole à Hailey. Merci. Merci, Joanne. Lindsay, si vous pouvez partager la dernière diapo.
Je voulais simplement parler des façons où nous et les gens de l'auditoire pouvaient participer, vous impliquer. Donc, tout d'abord, c'est que vous pouvez vous abonner à notre listserv. J'ai mis un lien dans le chat si vous voulez recevoir des mises à jour sur la communauté de pratique, sur les événements, les ressources, des suivis sur cet appel ou d'autres appels. Alors, inscrivez-vous à notre listserv. Il y a toutes sortes de mises à jour sur le secteur. Donc, c'est une bonne façon de vraiment garder le doigt sur le pouls de ce qui se passe au niveau de l'AAH dans les établissements de santé. Et ensuite, on en a peut-être parlé au tout début. Nous sommes toujours intéressés de savoir quelles recommandations, quels sujets vous voudriez qu'on traite. On essaie toujours de faire des remue-ménages pour nos séances en direct, différents formats de discussion et de séances. Donc, s'il y a un sujet que vous voulez vraiment approfondir, donc dites-le nous et on essaiera de voir ces recommandations, comment est-ce qu'on peut y répondre. Et enfin, Lindsay l'a souligné, ces histoires de succès qu'on a eues de Uganda auparavant. Si vous avez donc des histoires de succès, on veut toujours bien illustrer ces histoires dans nos bulletins mensuels, sur notre site Web, dans différentes présentations. Donc, s'il y a une histoire de succès que vous voulez partager avec les gens sur le listserv ou dans la communauté de pratique, vous pouvez nous contacter également pour cela et on pourra illustrer cette histoire dans notre bulletin mensuel. Et aussi, on essaie d'avoir des séances en direct régulièrement et la prochaine sera en septembre et on essaie d'éviter certains des congés de l'été, des gens en vacances. Donc, on a repoussé ça un peu plus loin pour accommoder les gens et pour avoir une discussion qui va être axée sur le design qui est centré sur l'utilisateur et un environnement où on peut bâtir. Donc, si vous voulez participer, on vous écoute et contactez-nous à ce sujet. Et Lindsay, donc, a mis notre courriel dans le chat, notre email. Donc, pour n'importe quel de ces éléments, vous pouvez nous joindre par ce courriel et on va vous revenir assez rapidement. Et donc, c'est winhcfaction@emory.edu. Et donc, vous avez aussi notre page ici sur notre site Web. Vous pouvez, et le lien est aussi dans le chat. Donc toutes les informations sur les événements précédents, sur les rapports de cet événement. Donc, cette page comprend un tas d'informations. Donc, vous pouvez voir toutes nos nouvelles ici. Et donc, sur ce, c'est la fin de notre séance. Donc, merci encore une fois. Merci à nos présentateurs, aux gens qui se sont joints à nous. Et donc, nous serons en contact bientôt avec de l'information de suivi et des liens pour les enregistrements. Alors, merci encore une fois. Bonjour à tous. Oui, merci Hailey. Et surtout les ressources dans les chats. On va vous retourner tout cela parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont présentées dans le chat. Donc, on va renvoyer ça à tout le monde. Donc, joignez-vous au listserv et passez une très belle journée. Peu importe d'où vous vous joignez à nous. Au revoir. Merci beaucoup. Très bien de vous avoir. Merci à nos conférenciers. Vous étiez fantastiques. Merci. Au revoir. Soumane, merci. Merci. Au revoir. Merci, Sam. Merci à tous. Merci.